Non, mais ça peut peut-être vous donner des idées si vous habitez ailleurs. Mais enfin là, un rez-de-chaussée avec une petite cour, c'est sombre, c'est étroit, ça manque de lumière, enfin c'est pas gai du tout. C'est moche. Il reste toujours C'est moche. trois Faut être plantes, content. trois plantes qui se courent après. Le terreau est à nu, les bacs ont été abandonnés. On passe rapidement pour rentrer dans son appartement. C'est le cas de principalement beaucoup de cours dans toutes les villes de France, dans les Traboules à Lyon ou à Paris, etc. Donc vraiment, c'est un endroit... Ah tiens, vous devriez faire ça. Oui. Comment équiper les Traboules de Lyon avec des végétaux? Moi, je viens aussi parce que je suis un peu lyonnais aussi. Comme toi. Eh ben, les Attention, c'est le gang. On y va tous les trois. Un sport, vous êtes une un cuisine. gang de Lyonnais, là? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah allez-y tous les trois. Ben voilà, on va faire ça. Donc, une cour abandonnée, sombre, comme vous l'avez dit, sans vraiment d'espoir de végétalisation. Eh bien, nous, on a relevé le défi sur Télématin. On a tout reverdi, on l'a colorisé, on l'a même parfumé. Et vous allez voir que le... Parfumé avec des plantes parfumées. Vous allez voir que le avant, après, est formidable. Vous avez une cour, un fond de jardin enclavé et presque sans soleil? Prenez des notes car de nombreuses solutions existent. On garde les bacs existants mais on change tout et on enrichit le substrat qui est là depuis des siècles. On va booster l'ensemble avec un tout nouveau terreau. La qualité de ce terreau, c'est d'être associé avec un fertilisant organique qui va renforcer les différences naturelles des plantes, des extraits d'ortie et des extraits de consoude, qui est une plante sauvage très connue depuis l'Antiquité, qui est une plante médicinale, qui est une plante potagère qui peut se consommer et qui a aussi des vertus en termes d'engrais et de répulsifs contre les insectes. La base des plantes, ce sont des hortensias. Ceux-ci résistent au manque de soleil et fleurissent de nombreux mois. Ce sont les Magical. C'est des plantes qui, à l'origine, sont conçues pour la fleur coupée, donc avec une tenue en fleurs exceptionnelle et une durée de floraison exceptionnelle aussi. Il y a certaines variétés qui sont données pour 150 jours en fleurs, de l'apparition du bouton jusqu'à la fin de la floraison. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles supportent un peu plus de soleil que les variétés traditionnelles. Pour réussir l'ambiance végétale, on misera sur des feuillages clairs pour éliminer les lieux, comme les fougères, les hostas ou les outunias. On misera aussi sur des plantes hautes, comme les pieds d'artichaut. Les fleurs seront aussi les stars de l'ombre, comme les hortensias, les astilbes, les hortensias grimpants. Les clématites habilleront le tronc dénudé des arbres. Je n'arrache pas tout, je toilette et je redonne vie à certains arbustes abandonnés à leur sort. Pas de massif réussi sans paillage, ici ils ont tout leur sens. Au niveau du paillage naturel, on va avoir des produits qu'on va positionner au sol, qu'on va trouver en sac, comme de l'écorce de pin. Le paillage limite l'évaporation, ce qui fait que la plante a plus d'eau disponible, ce qui limite aussi les arrosages. Un avant-après réussi, les bacs ont disparu au profit de petits îlots verts et fleuris. Un avant plutôt triste où le béton rendait l'ambiance très morose. Ici, les plantes attirent la lumière et donc l'œil. On a moins l'impression d'être dans un tunnel sans fin. Enfin, les plantes se marient très bien avec le côté industriel du rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Combien ça a coûté cette affaire? C'est surtout la main-d'œuvre. Si on ne le fait pas soi-même, la main-d'œuvre est un peu chère. Mais Là, sinon, vous étiez combien? on était une dizaine. Bah oui, en une journée, relooker tout ça en une fortune, journée. cette affaire. On a changé tout le terreau des vieux bacs. Et non, pourquoi une journée? Prenez votre temps. Ah bon, si vous, Moi, j'aurais vous me refait le signez sol. le... Hein. Moi, j'aurais refait le sol. Il est moche, hein, le sol. Ah, le sol est très moche. Non, on va pas Et tout refaire faites la quand même. toiture, parce que j'aurais mis Bah, des trucs en haut. Des guirlandes. Non, un toit de chaume. Ah oui. Ah oui. Bah ça fait trois, ouais. Ah oui, Bah, ça a bien, un petit ça. charme. Bon, C'était faut- déjà sombre. Moralité, En tout cas, faut y- vous avez faut vu y l'avant-après. Ouais, c'est beau. Des végétaux à feuilles claires et des fleurs qui supportent l'ombre. Voilà le secret. Bon, alors la traboule. Traboule, Ouais. Bah recette oui. lyonnaise. Bien sûr. n'est-ce pas Traboule. Allez, on Un signe. spécial Lyon. Parfait. Le week-end prochain aura lieu, vous ne le savez peut-être pas, mais on vous le dit pourtant ici depuis jeudi, quand même. Mais c'était peut-être pas dans votre demi-heure. La Coupe de France de burger. Et oui, ça existe, ça aussi. Alors, c'est un tournoi. D'ailleurs, on devrait le filmer, ça doit être rigolo. Hein. La Coupe de France, c'est comment on fait le burger ou comment on le mange rapidement? Non, comment on le fait? Ah, bon, d'accord. Ah oui, quand même. Comment on Alors, le fait? Karité Sandier vous a concocté jeudi, vendredi. Aujourd'hui, samedi, c'est autre chose. Elle a fait 2 burgers salés assez originaux. Et là, maintenant... C'est le dessert. Alors, attention, c'est... Oui, un burger au dessert, oui. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour
Ça reste un burger. Vous vous reste souvenez un qu'un burger. burger, quand même, c'est de... Hein Merci. Oui, Oui, oui. c'est de Le morceaux petit de pain. C'est voilà. du pain. Oui, qui enferme bon nombre de choses. Hein, C'est ça, ce c'est qu'on- du pain... Ah, un pain au lait. Un pas perdu? Non Pain per- Les deux sont possibles. C'est une petite pain perdu, c'est pas brioche, mal, ça. tout simplement. Oui, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Ah, En brioche, fait, tout oui. est possible. Voilà, c'est des petites brioches. Pourquoi? Parce que je veux que visuellement, ça vous fasse penser à un burger Ah, oui. salé. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre de la mangue que je vais trancher très finement pour imiter le cheddar. Je vais prendre un petit peu de pomme bien rouge pour imiter la tomate ou le ketchup si vous voulez. Le steak marron là que vous voyez au milieu, Ah bon, c'est un sosie de burger, en fait. c'est un sosie de burger. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé en dessert. Allez, on y va. On va faire le point sur les ingrédients pour Très bonne réaliser idée, ce ça. burger sucré. Vous avez besoin donc des petites brioches individuelles, kiwi, pommes rouges, mangue, menthe et pâte à tartiner. 15 minutes de prépa, vraiment c'est rapide, il n'y a pas de cuisson. On a juste à couper et préparer les ingrédients. Premièrement, la pâte à tartiner. C'est le secret, il me manquait un steak, quelque chose qui imite le steak, non. un truc foncé. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bah si, eh bah je vais vous faire des petits ronds. Ah, mais ça, c'est 12 000 calories au mètre carré. Oui, ça. mais après, on fait du sport avec Julie. On les met au congélateur, on les fait durcir, sinon je peux pas les mettre comme un steak. Voilà. Donc, c'est l'étape, j'allais dire, la plus surprenante parce qu'ensuite, c'est tout simple. On enlève le trognon central de votre pomme et vous allez faire de fines tranches. Alors, voici la mandoline ou la machine à découper les doigts en tranches, c'est au choix. Vous y allez rapidement, régulièrement, vous prenez une garde si besoin. Et ensuite, c'est la même chose avec tous les ingrédients. Donc, on a besoin de kiwi pour cette recette. On va couper les deux extrémités, on l'épluche et on le coupe en tranches. Alors, voyez. kiwi, il se déguise en quoi, lui? Salade. C'est la salade, salade, pardon, c'est la oui, petite d'accord. touche verte. Oui, d'accord. La mangue, donc la voilà. La le- mangue, c'est le cheddar. oui, voilà ok, le fameux ok. fromage. Donc on va couper, on va l'éplucher, couper, mais vraiment très finement autour du noyau. Un petit peu de menthe. Je vous ai fait Ouais, ça jeudi un petit peu de basilic. Bon bah là c'est la menthe, ça peut Pour la remplacer. digestion. Pour la digestion si tu veux. Et puis donc la brioche individuelle au sucre. Bon celle-ci je les ai prises chez le boulanger, mais vous en avez. Oui, les Ah, petites partout, brioches, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc ensuite, bah, c'est tout pareil. Alors là, j'ai mis un petit peu de menthe sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais voir. Vous voyez, le profil, si je mets la menthe tout au centre, on va pas la voir. Donc ensuite, je vais monter mon burger avec le kiwi, la mangue. Ensuite, je vais ajouter le petit disque, donc le steak haché. Le petit disque Ah oui. de pâte à tartiner. Et là, vous allez me dire, mais je peux pas le manger. Comment Il vous est l'avez congelé. mis? Ah, d'accord. Vous voyez? l'avez aplati. Ah, oui, Oui, ok. mais le temps de finir mon montage et de tous les dresser, D'avoir ramolli. exactement. Et là, je peux vous dire que la pâte à tartiner comme ça, légèrement fondue sur les fruits avec la petite brioche et ses grains de sucre, 3 heures de course à pied. 3 heures de course à pied. Ah oui, mais d'accord. alors, Mais alors, ce qui est bien, c'est quand vous mordez dedans, il y a votre avez chemise qui mange en même temps, quoi. ouais, mais vous avez à la fois tout, c'est-à-dire le moelleux de la brioche, on a le chocolat, les fruits, la menthe. Ah, vous pouvez faire un double burger, là. Ouais. Là, c'est un double cheese. on Un dirait. double Ça plaît cheese, un beaucoup king aux size. enfants. Vous voyez, ce week-end, si vous ne savez Non, pas c'est quoi pas mal faire, pour les enfants, vous ça, c'est achetez rigolo. vos petites brioches, vous les faites couper, vous leur faites couper les fruits, et puis vous faites ça en famille. Franchement, super. c'est vraiment Ah, pas mal, agréable ça. à faire. Ouais. Une idée à vous? Très bonne idée. Bien joué. Rien à dire. Bon, voilà. Vous me garderez la fin de la cassette, j'aime bien celle-là. D'accord? On a Merci donc beaucoup. encore des cassettes. Ouais. Ici, on a une cassette et je vais vous montrer le Minitel. Ah d'accord, très bien. On my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me Je vais l'enlever là. Je vais l'enlever. Je peux passer par là pour chanter si vous voulez. non, on a déjà, ça fait 10 ans, ne chante pas dans mon oreille. C'est terrible. À cette heure-là. Put your Non, hand- non. Bon, alors, l'objectif, c'est de sculpter vos épaules. Profitez-en. Et celui que vous allez voir, alors lui, il a des épaules comme ça. C'est un athlète paralympique, il a été médaille d'or. Il s'appelle David. Et lui, tout est fini chez lui, là, hein, franchement. Ah non, mais lui, il est hyper musclé. Donc, il s'appelle David Smetanine. C'est un nageur grenoblois. Il a à son palmarès déjà plus de 9 médailles olympiques. Donc, c'est un Voilà, nageur. David.
C'est un nageur, donc il n'a pas l'usage de ses jambes, donc gros travail au niveau des abdos, du dos, des bras et donc des épaules. Son petit palmarès, c'est quand même double médaillé d'or paralympique à Pékin en 2008, 3 médailles d'or au championnat d'Europe en 2009, double médaille d'argent aux 50 mètres et 200 mètres nage libre à Londres aux Jeux Olympiques en 2012 et récemment médaillé d'argent paralympique aux 50 mètres nage libre à Rio. Donc là, c'était cet été. Je lui ai demandé comment on pouvait sculpter nos épaules. Comment il s'entraînait, lui? Comment lui, il s'entraîne. Vous allez voir, c'est assez surprenant parce qu'on a besoin juste d'un élastique. Ah oui. Et en fait, vous allez J'aime bien faire travailler la coiffe des rotateurs. Donc, c'est tout autour de Alors, l'épaule. quelle sorte d'élastique? Ceux qui sont un peu larges? Ah oui, c'est ça. Un petit peu, voilà. Ceux qui sont un petit peu larges, avec une résistance de 3-4 kilos, vous allez voir, c'est assez facile comme ça, mais c'est très technique quand même. Donc, il faut bien se positionner et ne pas aller vite et être vraiment dans le Ce qui est ressenti. bien, c'est qu'on peut le faire tout seul. Oui. Vous l'attachez à la poignée de la porte. Exactement. Vous fermez la porte, par contre. C'est Ah, ah. bien. Ou comme alors il faut. vous mettez quelqu'un derrière qui tient. Aussi, mais en qui vous avez confiance. Regardez, c'est à vous de jouer. David, je suis ravie de t'accueillir sur ma Avec chronique. plaisir. Alors, nous allons travailler un exercice spécifique de ta préparation physique, mais avant que tu ailles dans l'eau. Exactement. On appelle ça l'échauffement à sec avant d'être dans l'eau. Et puis on travaille, en l'occurrence, cet exercice sur un travail de prévention des épaules qui sont mises à rude épreuve en général dans l'eau. Donc le but, c'est de bien les échauffer. Et pour ça, on prend un élastique. Ok. On travaille à deux. Voilà. Il est quand même. Il est Celui-là est un peu tonique, dur, ouais. c'est- Différents types d'élastiques. Je Celui-là un n'en peu veux dur. pas, j'ai pris la version enfant, moi. Donc voilà, on aura le vert pour les adultes et le bleu pour les enfants. petits-enfants. Ok, on est parti. Alors, on a un placement toujours harmonieux idéal, donc le dos bien placé, abdos rentrés, et on va venir placer l'épaule, le coude bien serré, pas qu'il bouge. Là, j'ai une petite tension, moi. On met une petite tension, c'est le but de l'élastique. On met une petite tension et on va travailler en rotation interne. Donc on fixe le coude et on vient chercher à l'intérieur le mouvement, voilà, tout simplement. D'accord. Tu fais combien de On répétitions fait en général entre 12, 15, parfois 20 répétitions. Pour bien L'important échauffer. c'est d'être voilà, bien échauffé et d'être toujours dans le même rythme, pas aller vite. Donc là, c'est le rotateur interne. Voilà. Et puis après, on peut aller sur le rotateur externe. Alors l'idéal, c'est de reposer un petit peu l'épaule qui a travaillé. Et puis change de changer. bras. Et puis on va prendre le même geste, donc le coude bien plaqué contre le Donc bassin. là, je relâche un petit peu. Voilà. Et on va chercher la rotation externe de l'épaule. Et même chose, 10, 15 Oui, répétitions, pareil. ce que tu fais. Puis on fait 2, 3, 4 séries. Bon, eh bien, nous, on va reprendre l'élastique pour enfants. Voilà. Donc, tu vas m'aider aussi. Hop. Donc, c'est un élastique qui est beaucoup plus souple. Et je vais commencer avec les rotateurs internes. Donc, les épaules basses, le ventre rentré, périnée légèrement serré. On se redresse, on va inspirer. Et à l'expiration, donc mon coude bien collé contre ma taille, je vais expirer et ramener mon bras à l'intérieur. J'inspire, puis j'expire. On va essayer de faire 10 répétitions en creusant bien le nombril à chaque fois que l'on va tirer sur l'élastique. Tranquillement, en gardant le buste très très droit. Puis, on va faire la même chose que David de l'autre côté pour les rotateurs externes de l'épaule. On rentre le ventre, on baisse les épaules, on inspire cette fois-ci au démarrage et on va expirer lors de la rotation externe. J'inspire et j'expire. Et là, on sent vraiment bien travailler les transverses, un petit peu aussi les muscles de la taille. Même chose, 10 répétitions, puis vous allez relâcher et vous changerez de bras, bras droit, puis bras gauche. Merci encore une fois. plaisir. Et nous, on reprend cet exercice, donc 10 à 15 répétitions, quand on se sent bien, et on va enchaîner 2 à 3 fois cet exercice. Et je vous assure que vous aurez les épaules aussi puissantes que David et la taille très fine. Bah non, 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 il faut le t-shirt où on voit bien le biscotto. Sinon, ça marche pas. Hein. Ça va bien vous aller, ça. Hein Ça va bien vous aller. Un Avec petit juste une débardeur. bretelle. Juste une bretelle, oui. Élégant, non?
Bon, c'est bien ça, parce que franchement, on peut le faire tout seul, ça ne demande pas de matériel. Pas beaucoup de matériel. tranquille. Bien se concentrer parce que ça va vous aider à vous redresser, à limiter aussi les douleurs qu'on a au niveau des trapèzes. Pensez à bien souffler quand vous tirez sur l'élastique, à garder le dos droit. On en profite pour lutter contre les poignées d'amour que nous n'avons pas, mais on ne sait jamais pour pas que ça arrive. Très important Vous aussi. risquez rien, mais enfin, nous... Non, on ne sait jamais. Si je mange tous les burgers de bah oui, ça, Séverine, tant pis il y a un pour vous, moment donné, j'ai droit aussi. Hein. Juste dernière chose, l'actualité de David Smetanien, il fait un petit break sportif, il laisse un petit peu la natation de côté, il se concentre sur sa société de consulting et il donne des conférences sur la performance. Ah bon? Voilà, dans Très les bien. entreprises. Donc merci à lui et puis Bonne chance. Voilà, et on lui souhaite bon courage. Où est-ce que vous les trouvez, vos élastiques, là? Parce que c'est une question qu'on nous a souvent posée, en disant ça se trouve dans le commerce, Alors, on les les trouve magasins dans le de quoi? commerce, les magasins de sport, qu'on ne peut pas nommer, n'est-ce pas? Mais vous avez soit les élastiques avec des trous à l'intérieur, soit les bandes élastiques. Moi, je préfère les bandes élastiques ou sur Internet. Voilà, vous avez aussi des sites très bien pour ça. Très bien. Today, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Hein? C'est l'accent. Bien ça, non? Magnifique. Ça devrait pouvoir vous accompagner dans ce qui va suivre. Parce que Christelle Balestrero va vous proposer de profiter du week-end pour vous mettre à la méditation. Vous avez déjà vu ça dans les magazines que vous lisez régulièrement. Et vous dire, bon, alors la méditation, je fais ça avec qui, comment, pourquoi, combien de temps et à quoi ça sert? Excellente question que je vais poser dans l'ordre à Christelle. Alors c'est une étude, hein, bien sûr, sur laquelle vous allez vous... Plusieurs vous études, fonder. absolument. Plusieurs. Oui, deux Alors, actualités très et elles intéressantes. disent quoi, les études? Voilà, alors, une première étude qui concerne les jeunes, ça se passe à Los Angeles. Une prof de CM2 décide de mettre en place dans son école 3 fois par jour des séances de méditation pour voir si les enfants sont réceptifs et surtout si ça change leur comportement après la méditation. Et là, ils se sont aperçus que finalement les enfants étaient beaucoup plus disciplinés, qu'il y avait beaucoup moins de colle, que tout le monde appréciait davantage les cours que sans la méditation. Donc maintenant, à Los Angeles, eh bien, il y a de plus en plus d'établissements qui proposent la méditation Ah, ça, parce oui, qu'on sait que d'accord. ça marche très très bien. Mais nous, on ne sait pas en quoi ça consiste, au fond. La méditation, Bah oui. eh bien, c'est de se poser, vous voyez, c'est Bah, se poser. Bon, d'essayer on se pose et on se pose d'être où? dans le moment présent, essayer de placer sa respiration, essayer d'être là, plutôt que de... On est très sollicité, on est super actif, en plus avec les objets connectés. Et là, simplement, on vous demande de ne rien faire. On vous demande de respirer. On vous demande d'être dans l'instant présent. On vous demande de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous devez Alors, on est tout seul ou il y a du revenir. monde, Non, vous pouvez le faire avec des applications. Maintenant, c'est très simple. Il y a des applications pour les smartphones et vous pouvez Une le faire application tous les sur jours. la méditation. Des applications, Et voilà. Et en fait, vous avez des gens qui vous parlent dans Ah, ils les vous parlent quand même. oreillettes et on D'accord. vous dit, vous devez respirer. Et ça marche vraiment bien. Mhm. Deuxième étude, parce que je Deuxième. parlais de deuxième étude. Deuxième étude, cette fois-ci, ça se passe en France, à Caen, à l'INSERM. On s'intéresse aux seniors. C'est une étude qui vient de débuter. Et ces chercheurs vont s'intéresser au vieillissement cognitif qui peut être limité grâce à la méditation. Explication du professeur Christophe André. Il y a actuellement une très belle étude de l'INSERM en cours à propos de l'effet de la méditation sur le vieillissement cérébral. Alors c'est une grosse étude au niveau européen qui veut explorer si la pratique régulière pendant 1 an et demi à peu près de la méditation peut avoir des effets bénéfiques sur le vieillissement cérébral. Nous disposons déjà de travaux qui ont montré l'impact biologique concret de la méditation sur le vieillissement. Alors ces travaux peuvent porter sur les niveaux des cellules, puisque la pratique régulière de la méditation protège ce qu'on appelle les télomères. C'est le capuchon des chromosomes qui ont tendance à s'user avec le temps qui passe, avec le vieillissement. Et lorsqu'on médite régulièrement, ces télomères, ces capuchons s'usent moins vite. Donc on a déjà des données dans ce sens-là. On a aussi d'autres études de neuroimagerie qui montrent que chez les méditants réguliers, le cortex cérébral vieillit moins vite, s'amincit moins vite que chez les personnes qui ne méditent pas du tout. C'est pour ça que cette grosse étude de l'INSERM est vraiment très intéressante pour confirmer ces avancées.
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la méditation, c'est comme un entraînement de l'esprit. C'est bon pour le cerveau. Ça développe des tas de capacités cérébrales, comme le sport est un entraînement du corps et développe des capacités corporelles, le souffle, la résistance. Et bien la méditation facilite la gestion du stress, l'équilibre émotionnel, la concentration, l'attention, certaines formes de mémoire. Une question qui est souvent posée, c'est celle du seuil. À partir de quand ça marche? Est-ce qu'il faut partir dans un monastère, aller dans l'Himalaya, se couper du monde? En fait, la bonne nouvelle, c'est que non. Il existe des programmes aujourd'hui, comme ceux de l'étude de l'INSERM, qui vont consister à voir les gens une fois par semaine, à leur donner des petits exercices à pratiquer quotidiennement. Et ces programmes commencent à fonctionner, à avoir des effets au bout de quelques semaines. Donc là encore, c'est comme l'exercice physique. Si je cours régulièrement, si je fais régulièrement de la gym, en quelques semaines, je vais sentir que ma condition physique est en train de s'améliorer. Pour la méditation, c'est la même chose. Et tout le monde est en mesure d'être réactif, de pouvoir faire ça? Alors, ou ça dépend des individus? Bon, il faut quand même avoir envie d'essayer, déjà. Voilà, déjà, c'est bien. Il faut avoir envie d'essayer. Et la respiration, c'est quand même c'est la base. La méditation, pour commencer la méditation, on vous apprend à revenir sur votre respiration. La respiration, c'est la base. Non, mais parce que vous me croyez, il est complètement hermétique, donc c'est difficile. Alors, pour terminer... Alors là, non, je n'ai pas bougé, là. Donc, impeccable. Pour revenir... On sent, il y a une petite pointe d'ironie. Voilà, c'est tout petit. Alors, très légère. Très légère. La méditation, c'est le retour... La respiration, à la base, ça peut vous faire du bien et ça peut vous calmer n'importe quand. Vous avez un livre de Christophe André aux éditions Iconoclast, c'est 3 minutes à méditer par jour. Et ça peut vraiment vous aider à rentrer. Non, et ça ne peut être que positif. Il n'y a rien à perdre à essayer. Non. À part de perdre... 3 minutes. 3 minutes. C'est pas grand-chose. C'est bien peu de choses, franchement. Pour le bénéfice que vous en faites. Vous imaginez pas. Non, on plaisante. Oh là là. Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76. Eh oui, ouais. Ils ont beaucoup médité. Hein. Ah ouais. Ils ont beaucoup médité. Vous les avez peut-être oubliés, là, ceux-là. Là. Trust, Bernie Bonvoisin, Nono il y en a qui ont oublié. Écoutez, c'est vraiment... Alors, ils ont vraiment révolutionné la scène rock française. En 77-78, vous aviez Bijou qui a vraiment amené quelque chose avec Serge Gainsbourg, qui a vraiment fait des morceaux avec eux. Vous aviez Trust dans le côté un peu dur. Ils sont un peu énervés. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont restés énervés. Et puis, vous aviez Téléphone qu'on ne présente. Téléphone, bien sûr. Téléphone, c'est reformé il n'y a pas très longtemps sous le nom des Insus, sans Corinne, sans la bassiste, mais les 3 autres sont là. Et Nono Krief et Bernie Bonvoisin qui est aussi un émérite comédien et un émérite réalisateur du 7e art, après de multiples engueulades, des retrouvailles, en 2011, ils avaient dit, mais vraiment, devant toute la presse, ça y est, cette fois-ci, on ne peut plus se supporter, on arrête. Et vous savez quoi? 2017, à Montpellier, la semaine dernière, on y était. Alors, ils s'entendent à nouveau, c'est complètement dingue. Ils ont plus de 60 ballets. Comment vous dire? Parfois, la colère, ça pèse. L'engagement peut s'apaiser, on devient un peu bourgeois. Eux, pas du tout. Ils sont en colère comme au premier jour. Leur chanson mythique, antisociale. Ils chantent quoi? Le même répertoire que les années 80? Le même répertoire que les années 80, plus un nouvel album qu'ils sont en train de composer. Bernie Bonvoisin, pour écrire, sa plume est assez flamboyante. Là, en plus, il a beaucoup de sujets d'expression et d'inspiration. Il a ce qu'il faut en ce moment. Il a tout ce qu'il faut en ce moment. Et il ne s'en prive pas. Et puis, surtout, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'antisocial, ça, je ne le savais pas, il y a 2 tubes. Il y a 2 tubes de Manif, lorsque vous faites un sondage. Il y a Le Métèque de Georges Moustaki et Antisocial. Antisocial, ça fait partie des incontournables de Manif. Les 2 incontournables étaient là à Montpellier. Il y a Les Inconnus qui avaient fait un Antisocial aussi, je me souviens. Une parodie déjà. Une parodie qui était extrêmement drôle. L'original est pas mal non plus. Ça peut parfois virer un petit peu à la parodie, mais l'original est bien. On y va. Alors qu'en 2011, ils avaient déclaré se séparer pour toujours, Bernie Bonvoisin, Nono Krief, le groupe Trust est de retour. Étonnant, non? C'est des trucs de couple, tu sais, voilà. Non, mais c'est vrai. Ce qui est important, c'est le présent. Et puis l'essentiel, c'est de jouer, quoi. Tu vois, après, la sauce, ces sauces-là, moi, j'ai toujours, c'est notre sauce. Et la sauce, les garçons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils la mettent. La France lénine
ni une religion. Ce nouveau tour s'appelle Au nom de la rage. À plus de 60 ballets, avoir toujours cette colère aussi vivace, pour vous, c'est un signe de bonne santé? Oui, je vous fais dire. Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait naturel et sain d'expliquer aux gens que ouais, la tolérance, c'est pas un truc en l'air. Là, ce qu'on fait en ce moment, justement, comme c'est préélectoral, voilà, c'est de demander aux gens de réfléchir 2 secondes avant de glisser un bulletin dans une urne, parce que là, ça risque d'engager des choses assez graves, quoi, irréversibles. J'ai lu, Nono, que vous avez déclaré dans une interview être presque triste que Antisocial soit toujours autant d'actualité. C'est triste, effectivement. C'est bien que le titre soit toujours populaire, je vais dire. Mais par rapport à... Parce que ça raconte les choses n'ont pas bougé, quoi. Voilà. Tu peux tout te laver pour payer ta personnale. Tu presque ton visage en lisant ton journal. J'ai marché en volant les couloirs des métros. C'est vrai que cette chanson, vous l'avez écrite en 20 minutes? En 5 minutes même, je dirais, moi. Non, ça s'est fait vraiment... Et racontez-moi ça. Je suis arrivé, moi, à la salle de répétition avec le riff, avec le truc. J'ai dit, tiens, Verdi, j'ai ça, tac, tac. Et puis il a pris une feuille. Quand il y a des manifestations qu'on m'appelle et que j'entends dans mon téléphone Antisocial dans les trucs, voilà, bon, c'est ça, je sais pas. On souhaite à tout le monde, enfin à tous les gens qui font de la musique, d'avoir un titre qui traverse le temps comme ça, quoi. Arrivé à 20 ans, tout engage sur la police. La bière est jaune, on garde la planche un peu jaune d'iris. Vous reconnaissez des petits frères, des petits descendants spirituels? Joker. Je dirais qu'il y a beaucoup de groupes de rock. Tu parles de groupes de rock. Après, voilà, on attend de voir et d'entendre. Je vous remercie beaucoup. Mais il y en a, hein. Ça décoiffe, hein? Ils vont bien, les sexygénaires, là. À Montpellier, il n'y avait pas un strapontin de livre, il n'y a même pas de strapontin. Mais il y avait des cheveux blancs dans la salle ou pas? Alors, il y en avait quelques-uns, il y avait des cheveux chauves surtout. ou avec des bonnets, on voit pas, avec des bonnets et des bobs, on voit pas. Ils sont en tournée partout, dans des petites salles, et puis à la rentrée en automne, dans des plus grandes salles. Une date vraiment à noter, le 8 novembre prochain au Bataclan, une date qui sera lourde de sens. C'est le même son, hein? C'est le même son, ils n'ont rien perdu de leur colère. Et ça, je trouve ça hyper touchant. Très bien, merci beaucoup. Mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour. Comment s'appelle cet auteur que l'on ne connaissait pas? Alexia Strezzi. Alexia Mais que Strezzi. nous allons connaître. Elle est actrice. Je suis sûre que si vous voyez son visage, vous allez la reconnaître. On va Elle le est voir, aussi scénariste et à la ville. Elle est ravissante. Et On peut s'approcher un peu, non? Regardez comme elle est jolie, elle est très gracieuse. Elle est l'épouse de François Berléand. Mais alors, moi, j'aime mieux dire les choses à l'envers. Maintenant, je dis François Berléand et l'époux ou le compagnon d'Alexia Strezzi, romancière. Pour le situer, on va dire ça maintenant Voilà. à Berléand. Vous êtes d'accord? Dis donc, t'es pas le mari d'Alexia Strezzi, toi? Voilà, moi, je préfère dire les choses de cette manière. Romancière avec laquelle il va falloir compter. Looping. Pourquoi le looping? Le livre s'ouvre par une scène vraiment forte d'une dame dans un avion, qui est une grand-mère, une dame assez âgée et qui fait des loopings dans son avion, sous les yeux absolument atterrés du patron du club de l'aviation qui a prêté l'avion, et sous les yeux à la fois un peu effrayés, mais aussi enchantés de sa petite fille. Et sa petite fille, c'est elle qui raconte l'histoire. Elle raconte l'histoire de sa grand-mère, Noélie, une femme qui est plein d'allant, plein d'allure, plein de panache, une femme vraiment extrêmement attachante, et c'est la grande force du livre. Alors Noélie, elle est née à peu près avec le début du XXe siècle, en Italie, à Imperia, quasiment dans un champ d'œillets, parce qu'à Imperia, c'est un endroit où on récolte des fleurs. Sa mère s'est un peu laissée aller avec un militaire qui, depuis, est reparti dans sa garnison. D'accord. Donc elle est élevée seule. Elle a cette petite fille, mais ce qui est génial, c'est quand elle a cette petite fille, elle décide de l'appeler Noélie, parce que pour elle, c'est un cadeau
donc Noël. Donc la petite fille, elle grandit avec un grand-père très taiseux, parce que vraiment le silence est de mise chez ces paysans, mais qui arrive à sourire quand il regarde sa petite fille. Et puis à une période, théoriquement, on naît et on meurt là-bas. Sauf qu'un jour, il y a un monsieur qui arrive, qui est le grand-père de la petite fille, et qui va prendre Noélie et sa maman à Gênes, où elles vont du coup apprendre à lire, apprendre à écrire. Mais le monsieur meurt, retour à la case départ à Imperia. Et là, on se dit, est-ce qu'elles vont y rester? Eh bien non, parce que le facteur sonne toujours 2 fois, le destin aussi. Et le père, un jour, vient chercher... Ah bah tiens, on avait oublié les... Voilà, la mère et la fille. Et là, il les emmène à Tripoli. En Libye? En Libye. Et c'est là que la grande histoire s'en mêle, parce qu'à l'époque, la Libye est une colonie italienne, à l'époque, Mussolini. Et le père est plutôt un triste cire, un beau parleur, qui donc a séduit jusqu'à Mussolini. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Parce que la force d'Alexia Strezzi, c'est qu'elle joue à fond la carte du romanesque. Et pour 10 premiers romans qu'on reçoit, vous avez Quand ma mère est morte, Quand machin, etc. Là, c'est un vrai roman romanesque, avec des clins d'œil à la baronne Blixen, vous savez, qui elle-même aimait un aviateur. Là, l'héroïne, elle est aussi éprise d'un aviateur. Ça va à toute vitesse et c'est formidablement écrit. C'est ça qui est vraiment réussi et qui prouve que Alexia Strezzi, elle a fait un premier roman, mais elle va en faire plein d'autres, j'en suis sûre. Et en tous les cas, je l'espère. Fiction pure ou quelques petites choses qui ont un lien? Fiction pure. Et écriture pure, parce que comment faire parler une paysanne du début du siècle en Italie? Eh bien, elle y arrive. Il y a une écriture qui, je trouve, est très reconnaissable, très très bien. Alors là, des classiques. Les 2 Coqs d'Or, collection mythique fondée aux États-Unis en 1942, ça s'appelait les Golden Books, qui est arrivé en France en 1949. Ah, les petits livres d'or. Les petits livres d'or, exactement. Regardez comme c'est joli. Et ils ressortent aujourd'hui dans une version un peu modernisée. Alors, il y a des classiques, comme par exemple Bambi, parce que c'est eux qui avaient une licence Disney. Moi, je m'en souviens quand j'étais petite encore. Mais ils ont eu la bonne idée de demander à des auteurs modernes de leur écrire d'histoire. Et ils ont eu la bonne idée également de mettre un petit code comme ça, et pour les mamans et les papas fatigués, eh bien, vous pouvez faire raconter l'histoire par une tablette ou un téléphone, ce qui est pas mal. Et ce que j'aime aussi... Oh, les feignants, ça arrive d'être mais non. Quand on s'est levé très tôt pour Télématin, le soir, on peut être fatigué. Moi, je vais les rayer tous, les raconter, je vais gratter ça. Racontez-la vous-même. Je vais vous dire pourquoi c'est bien. C'est qu'il y a beaucoup de livres pour les enfants qui sont très réalistes, et à force d'être très réalistes, ils sont souvent très tristes. Or, la vie n'est peut-être pas un champ de coquelicots tous les jours, mais c'est pas non plus une vallée de larmes. Et là, c'est tendre, c'est joli, c'est poétique. Ça s'appelle Les 2 Coqs d'Or. Et c'est quel formidable. âge, on va dire? À partir de 3 ans. D'accord. Merci beaucoup. Isabelle Chalençon, spécialiste de la cosmétique, va vous emmener en Charente-Maritime dans une ferme. Qu'est-ce que vous avez été faire dans une ferme en Charente-Maritime? Non, c'est pas une ferme, une asinerie. C'est pas une ferme. Une asinerie. Asinerie. Asinerie, Des ânes. exactement. Parce que le lait d'ânesse, depuis Cléopâtre. Il lui fallait 700 ânesses par jour pour... Non, vous exagérez. Non, parce que... Non, c'est 700 ânesses. Elle avait une piscine, je sais bien, Une ânesse, ça fait au maximum 2 litres de lait par jour. Donc, vous vous imaginez pour remplir une baignoire ce qu'il faut. Et donc, c'est vrai que depuis des millénaires, on sait que le lait d'ânesse est fantastique pour la peau. Ça hydrate, c'est un super anti-rides, ça régénère la peau. C'est fantastique pour les gens qui ont des problèmes de rougeur, pour des problèmes d'eczéma, de psoriasis. Et puis, avec cette folie du bio, finalement, on redécouvre ce produit. Et donc, moi, je me suis intéressée au lait d'ânesse en disant, voilà, comment ça se passe, à partir de finalement, comment on va produire ces cosmétiques, ces savons, ces laits pour le corps. Donc, je suis allée en Charente-Maritime. On appelle ça l'or blanc, William. C'est l'or blanc de Charente-Maritime, à côté de La Rochelle, voilà, à Périgny. Donc, nous sommes allés... Périgny, voir tous ces petits ânes, ces ânesses, et puis aussi ce laboratoire qui utilise ce produit. Le labo est là-bas aussi. Direction Périgny. Allons-y. Le lait d'ânesse est apprécié depuis l'Antiquité. La légende dit que c'était le secret de beauté de Cléopâtre et qu'elle ne se promenait pas sans ses 700 ânesses pour ses bains quotidiens.
La force du groupe Léa Nature, c'est d'aller puiser au sein de la nature les ingrédients connus depuis des millénaires et de prouver après le mode d'action de ces ingrédients. Donc nous avons voulu comprendre et prouver les propriétés du lait d'ânesse. C'est l'or blanc de Charente-Maritime. Une ânesse donne très peu de lait par jour. C'est un actif très précieux car l'ânesse va donner entre 1 litre à 1,5 litre par jour, là où la vache va produire 30 litres de lait par jour. La composition du lait d'ânesse, elle est très proche du lait maternel. C'est un cocktail de protéines, de sucre, d'acides gras essentiels, également de vitamines. Les propriétés principales sont l'hydratation et le côté apaisant. La recherche a été longue parce que le lait d'ânesse, de par sa richesse, au début avait tendance à déphaser toutes nos émulsions. Donc il a fallu travailler autour du lait d'ânesse pour stabiliser les crèmes. Dans la base émolliente, on va utiliser des ingrédients naturels, type beurre de karité, huile d'argan, eau florale de camomille. Ce sont des ingrédients qui sont eux-mêmes actifs et qui participent à l'activité finale du produit. Nous pouvons trouver au sein de Sobioéthique une gamme de 13 produits qui va de la crème de jour au sérum, à la lotion, à la crème corps, jusqu'au savon. Les produits bio sont de plus en plus importants pour les consommateurs. On a 95% minimum d'ingrédients naturels. On a retiré tous les ingrédients suspectés nocifs. Donc on est sur des produits tout en plaisir et en sécurité. Alors du fait que c'est rare qu'il y en ait une petite quantité, le produit est relativement cher ou pas? C'est pas plus cher qu'un savon normal ou un lait pour le corps, parce que c'est vraiment en infime quantité. Et en tout cas, on sait que c'est très intéressant parce que c'est anti-allergique, c'est bio, donc ça touche toute la famille. Voilà, vous avez l'info, à vous de tester. Merci. La politique, est-ce que ça peut faire rire? Ça dépend des journaux, hein, ça dépend des supports. Celui-là, oui. Oui, là, ils ont décidé de prendre la politique au 2e degré. À propos du général de Gaulle, qui est tellement présent, y compris dans cette campagne, est-ce que de Gaulle aurait fait ceci? Est-ce qu'il aurait dit cela? Regardez, alors, ils ont une maquette. Est-ce qu'on aurait pu le mettre en examen? Oui, voilà. Alors, ça ne va pas aussi loin que ça. Mais bien qu'il soit mort depuis 47 ans, c'est toujours une référence indépassable. Mais est-ce qu'on a raison de faire tout le temps comme ça référence au général de Gaulle? Parce que les temps ont changé et de nos jours, il n'y a plus de grands hommes. Ce n'est plus une époque de grands hommes, mon pauvre monsieur. En tout cas, c'est ce que dit Technicart. Il était né au 19e siècle, donc il fonctionnait différemment. Il avait la parole plutôt rare, même avant qu'il soit très connu. C'était quelqu'un d'un peu distant. Et du coup, Technicart dit, c'est pas le genre qui aurait fait des selfies comme le font tous les hommes politiques aujourd'hui. Remarquez, on n'en sait rien. A priori, c'est vrai qu'on imagine mal de Gaulle étant comme ça en proximité avec les gens. Mais l'époque aujourd'hui rend quand même beaucoup plus difficile cette résistance à l'appel médiatique, parce qu'aujourd'hui il y a 25 chaînes de télévision, il y a 50 micros qui se tendent devant les hommes politiques dès qu'ils font un pas dehors. Les émissions de variété leur demandent s'ils se brossent les dents le matin ou le soir, s'ils préfèrent le cassoulet à la choucroute. Donc c'est un peu difficile de rester distant et donc de rester une espèce de président ou d'homme politique au-dessus de la mêlée, parce que, comme disait Hegel, j'ai noté, c'est une phrase de l'article, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. C'est joli ça, hein, c'est parce que quand on vous voit de trop près, finalement ça démystifie, démystifie, les deux. Alors il y a aussi, ça c'est l'évolution négative, mais il y a aussi une évolution positive de la politique que note cet article, c'est qu'à l'époque aussi, si De Gaulle était si hiératique, si au-dessus de la mêlée, c'est aussi parce que par exemple les médias n'étaient pas libres, la télévision était très corsetée, etc. Donc vous lirez cet amusant papier qui prend du recul sur l'évolution de la politique depuis une 50aine d'années, c'est dans Technicart. Je reviens à des préoccupations plus terre à terre, puisque l'autre préoccupation des journaux, à part la politique, c'est les régimes déjà oui, mars-avril. C'est le printemps qui arrive. Alors, les régimes ne servent à rien, nous dit le magazine Femmes majuscule. Ça ne sert à rien les régimes. L'idée même de régime, c'est stupide. L'idée de se serrer la ceinture pendant un temps en se disant après ça ira mieux et je vais pouvoir continuer à m'empiffrer. Pas du tout. Au contraire, vous allez reprendre encore plus que vous avez perdu. C'est normal parce que le corps étant privé, vous savez, il se met en mode famine. Ça date de la préhistoire. Il se venge. Il se dit voilà, alors là, il est content. Il se dit oulala, il n'y a rien à manger, donc je stocke du gras. Donc les régimes ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est changer ses habitudes, ce qui n'a rien à voir avec un régime transitoire. Il faut changer vraiment ses habitudes de vie, de nourriture, de sport. C'est ce que dit cet article de Femmes majuscule. C'est bien un style de vie, ce qui m'amène. Et il faut que ce soit agréable, sinon vous ne tiendrez pas. Ce qui m'amène justement à des choses agréables dans Avantage. Regardez le poulet à toutes les sauces.
des recettes de printemps. aussi, ouais. Donc vous voyez par exemple du poulet avec des pâtes, des épinards et des petits pois. En haut, c'est avec de la crème, des champignons. Des épinards en bas à gauche? Oui, en bas à gauche, exactement. En haut, c'est avec de la crème, des champignons et de la pancetta. Bien ça. Voilà, oui, ça a l'air, ça doit être bien. Et en bas à droite, c'est avec des haricots rouges. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de féculent pour que ça tienne au corps, sinon vous aurez faim 5 minutes après, enfin 2 heures après, et vous vous jetterez sur du chocolat. Donc, alors regardez aussi ce qu'on voit juste après. Ça, j'ai essayé, c'est absolument formidable. Oui, c'est du saumon, mais on fait fondre, enfin griller du chorizo par-dessus. Comme le poisson, c'est un peu sec, le chorizo amène du gras, on va dire que les deux se compensent. C'est vraiment excellent. Donc, recette dans Avantage. Je termine toujours avec cette idée de bonne vieille recette pour se faire du bien. Il y a vraiment une tendance en ce moment d'horlotage dans les magazines. Là, c'est du point de vue de la décoration dans Cosmo. Vous voyez cette ambiance grand-mère, week-end à la campagne. Ça fait vraiment plusieurs mois que je commence à voir cette tendance dans la déco dans les magazines. Donc là, vous lirez ça dans Cosmo. Merci beaucoup. Elle veut tenter sa chance encore et encore. Polnareff, je crois. Ah ouais. Ah bah c'est pas le titre le plus connu de Polnareff. Non. Non. Bon. Madame, monsieur, si vous venez d'arriver, bienvenue. Et on reste ensemble jusqu'à 10h. Ah bah oui, là c'est contractuel, vous pouvez pas nous abandonner avant. D'autant plus qu'on va vous montrer des choses que vous ne connaissez pas du tout. Par exemple, parmi les jeunes humoristes, vous n'avez jamais entendu parler de Sandrine Saroche. Bah oui, bah elle existe, Sandrine. J'avoue. Et elle l'a fait beaucoup rire au jeune Damien Thévenot, parce que lui, il a son petit radar, puis il cherche dans tous les théâtres parisiens et au-delà, en se disant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Oui, elle est nouvelle. Et c'est vrai, William, je ne la connaissais pas. Et alors, je suis très content d'avoir fait la connaissance de Sandrine Saroche, qui se produit au Petit Palais des Glaces. Initialement, c'était jusqu'à fin avril, maintenant c'est prolongé jusqu'à fin mai. Qu'est-ce que c'est drôle! Mais vraiment, parce que le problème, il y a du monde, il y a la concurrence sur le marché de l'humour. Et alors, donc Sandrine Saroche, la loi du talion, ce qui est du spectacle, le petit clin d'œil avec la loi du talion. Alors, en fait, les thèmes, pour résumer, les thèmes qu'elle aborde, donc elle campe une galerie de personnages féminins, c'est pas extraordinairement original. Je le lui ai dit, elle est d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'elle fait la maman dépressive après avoir accouché, elle fait la bobo de gauche, elle fait la grand-mère qui perd la boule. Mais ce qui est formidable chez elle, c'est l'écriture d'abord et l'angle, la façon d'aborder les personnages. Et je vais même vous dire une chose. Oui, eh bien dites-le. Eh bien, je vais vous la dire, monsieur l'énergie. On ne m'empêchera pas de la dire. J'ai beaucoup ri pendant et en salle de montage, j'ai revu les images. J'ai ri encore plus. C'est le double effet. Mais oui, mais c'est tellement bien écrit, William, qu'il y a des... Bon, en même temps, vous allez dire que c'est peut-être un peu léger. Parce que vous avez mis du temps à comprendre. Voilà, je suis d'accord. C'est son problème, Damien, c'est son problème. J'accepte, Thierry. Mais je veux dire par là qu'il y a le double effet et il y a des vannes qui étaient tellement bien écrites qu'elles m'ont échappé et j'ai ri plus tard. Voilà. Elle est comédienne, sa formation. Elle est comédienne. Non, elle est avocate de formation, William, comme Caroline Vigneault. Et comme leur déesse à toutes, c'était évidemment Sylvie Joly, qui était également avocate. Voilà. Alors, vous allez voir une galerie de personnages. On va commencer par la bobo de droite. Il y a plein de personnages. La bobo de droite. Une bobo de droite. Oui, qui s'est exilée. Oui, non, mais qui s'est exilée en Belgique pour payer moins d'impôts, pour planquer un peu d'argent. Oui, ben ça. Oui. Et elle jette sur l'Inde un regard assez terrifiant. Regardez, c'est très très drôle. Je lui ai tout raconté. Notre dernier périple en Inde, les temples du Tamil Nadu, la touriste à Dédouard, les petits lépreux de Calcutta, tellement attendrissants avec leurs petits moignons. Oh, on ne sait même pas où mettre la pièce. C'est affreux, c'est affreux. On dirait des chicken wings. Humoriste, chanteuse, danseuse, comédienne, saltimbanque, qu'est-ce qui vous caractérise le mieux? Je dirais artiste. Il n'était pas dans la liste, hein, c'est ça? Non, mais vous avez droit à une proposition supplémentaire. Non, je ne suis pas là pour vous embêter. Je connais très bien le problème des intermittents. Ma cousine Ernestine est intermittente. Elle est chanteuse. Elle a chanté dans Starmania. Enfin, la version créole. C'est Starmanioc. Là, vous nous racontez quoi? Le débarquement à Paris d'une provinciale? J'aime beaucoup le mot débarquement, c'est vraiment ça, ouais, c'est ça. On voit toute la douleur, en fait, de l'arrivée à Paris. Paris folie, Paris brasserie, Paris je vous encaisse tout de suite, j'ai terminé mon service. Paris, tu peux pas ramasser la grosse merde de ton gros chien, grosse pute. Parmi vos personnages absolument désopilants, il y a cette bobo de gauche. En 2 mots, vous nous la resituez? Oh, elle s'appelle Fabienne. Elle habite un petit logement social de 700 mètres carrés. Oh, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Qu'est-ce qu'il y a, Marisa? Mais oui, allez-y, il n'y a pas de souci, non. Marisa a encore 2 heures de RER pour rentrer chez elle. La pauvre. Mais non, Marisa, ne vous inquiétez pas, je laisserai tout, vous rangerez demain.
Il y a aussi une grand-mère qui commence un petit peu à perdre la boule. Ouais. Donc on est sur le fil entre l'humour et l'émotion. Ouais. Je connais les hommes. S'ils te disent je t'aime, ça veut dire je veux coucher. S'ils te disent oui, moi aussi j'aime le cinéma lituanien, ça veut dire je veux coucher. S'ils te disent ah, j'ai pas eu le temps de te rappeler, ça veut dire on a déjà couché. Ma grand-mère existe, elle est toujours là et elle est dans une maison de retraite et effectivement elle perd la mémoire, donc de temps en temps elle ne me reconnaît pas. Et ça c'est terrible quoi pour moi et donc je voulais en parler aussi. Tu veux une solutrécine? Prends dans la boîte. Mais je te préviens, j'ai déjà sucé. Hein. Je comprends rien au monde, je connais rien à la vie. J'ai beau pas être blonde, j'ai pas un gros cul. Vous chantez également dans ce spectacle 3 chansons signées d'un compositeur mais énormissime, François Bernaille. Ouais, j'ai eu la chance, qui a notamment écrit pour Patricia Cass et plein d'autres. Qui a découvert Patricia Cass. C'est même pas qu'il a écrit, c'est qu'il a découvert. Il a découvert Renaud. Il avait lancé les Poppies à l'époque. Il a fait chanter Brigitte Bardot. Et maintenant, il fait chanter Sandrine Sarache. Et maintenant, Sarache. il fait chanter Sandrine Sarache. Si tu gagnes 25% de plus que moi pour le même boulot, c'est normal que ce soit toi, mec, qui paye le resto. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, je peux courir le marathon. C'est la loi du talon. Dans ma culotte, il y a toutes les batailles de Napoléon. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. On ne le dit jamais assez, mais les adolescents sont des gens... Ingrats. Oui. Et méchants, surtout. Méchants. Non. Alors, la mienne, Fatou, elle est hyper créative. Vous savez, c'est elle qui a créé le groupe Facebook. Toutes les filles ont une copine un peu pute. Si t'en as pas, c'est que c'est toi. Oui, ça marche même 3 fois, je ris encore. Donc, vraiment, elle fait les accents à merveille. Mais elle écrit pour vous, hein. C'est gentil. pas incroyable. En tout cas, vous avez vu, c'est pas tiède, hein. C'est un peu politiquement incorrect, c'est corrosif, c'est bon et ça fait du bien. Donc c'est jusqu'à fin mai au Petit Palais des Glaces. Mercredi dernier, vous le saviez, c'était la journée des droits des femmes. Et pour rendre hommage, avec un peu de décalage, Marie Mamjeglou et ses camarades de l'INA ont décidé de revenir en image sur un vêtement qui a révolutionné l'image de la femme. C'est assez symbolique d'ailleurs, et qui témoigne de son émancipation. C'est le pantalon. Come un ragazzo i capelli giù, porto il maglione che porti tu e con la cinta mi tengo su i pantalon come un ragazzo. Alors les femmes en pantalon aujourd'hui, c'est chose commune. Même puisque vous parlez du général de Gaulle, même Brigitte Bardot s'était permis de faire ça à l'Élysée, c'est vous dire. Ah, mais tante Yvonne n'était pas contente, je crois. bah, oui, on peut pas tout Jamais, savoir. de toute façon. Déjà, le général, c'était bien. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que quand on remonte il y a quelques années, même, j'allais dire presque des siècles, pantalon, non. Hein. Bah oui, la Révolution française, vous avez raison, c'est une loi qui a été visée. Les femmes portaient le pantalon pendant la Révolution? Alors, les femmes, celles qui pouvaient le porter, alors c'était compliqué, hein, il y a eu plusieurs étapes. Celles qui pouvaient le porter, c'était celles qui faisaient du vélo et celles qui faisaient du cheval. Pendant la Révolution? Elles étaient peu nombreuses. Le cheval, j'ai dit. Oui. C'était après, c'était un siècle après, je crois que c'était en 1892, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'était interdit, c'était même passible d'emprisonnement. Et cette loi, d'ailleurs, a été abrogée il n'y a pas très longtemps, 2013, là. Donc pendant toutes ces années, on était dans l'illégalité, donc tout allait bien. En fait, en gros, ils l'avaient oublié. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pantalon est arrivé vraiment, on va dire, est arrivé timidement les années 20, mais vraiment dans les années 1930. D'abord avec Mademoiselle Coco, qui s'affiche elle-même et pose en pantalon large, une petite marinière. Et au même moment, il y a 3 actrices américaines magnifiques qui font un malheur à Hollywood, qui choquent Hollywood, on parle que d'elles. C'est Marlène Dietrich, Greta Garbo et Catherine Hepburn. Et on les voit là. Et elles posent comme ça dans les magazines de mode. Elles sont absolument magnifiques. Elles se moquent complètement, finalement, d'être anticonformistes. Elles aiment le pantalon et elles l'affichent. Et elles ont été pionnières à la matière. Ce qu'elles portent là, vous mettriez ça aujourd'hui sur un podium, ça marche. Ça marche, Ah ouais, bah, évidemment. Excessivement Moi, j'en ai moderne. un comme ça, de petits- Magnifique, c'est avec la C'est sarrière. magnifique. Et c'est elles vraiment qui ont vraiment démocratisé le pantalon. Ensuite, évidemment, il y a eu Yves Saint Laurent avec le smoking. Et l'apogée vraiment du pantalon, ça a été 1970. Allez, regardez. L'été, qu'est-ce qu'on aime avant tout à la mer, à la campagne et à la montagne? Les pantalons. À tous les étages,
à la cheville, au genou, au mollet. Ces filles-là, vous leur mettez un pantalon, elles deviennent vulgaires, je sais pas pourquoi. D'abord parce que je pense qu'il faut se dandiner comme ça. Je dis, ah non, ne marchez pas comme ça, surtout pas. Moi, je crois que ça me va. J'en porte beaucoup. J'en ai une collection. Parce qu'on a plus chaud, parce qu'on se sent plus à l'aise, parce qu'on peut se tenir dans n'importe quelle position et ça, c'est très agréable. D'abord, c'est moi qui les ai inventés et ça fait presque 20 ans. Je les avais inventés par pudeur, parce que je trouvais que de se promener en costume de bain sur une chose, ça équivaut à se montrer tout nu. Un pantalon, 2 pantalons, 3 pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Eh bien, cet échantillon, permettez-moi, pourrait démontrer que 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. Mais entre ça et en faire une mode, et qu'il y ait 70% de dames en pantalon le soir dans un dîner, c'est assez triste. Il arme la femme d'aujourd'hui. Il est le signe mythique de sa modernité. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Oh, moi j'aime pas. Oh, nous, ça nous est égal. Chacun fait comme il veut. Hein. I like that. Vous êtes pour? E che vanno molto bene per le donne. Moi, je trouve qu'une femme, c'est plus joli en robe. Oh oui. 2 francs complets, merci. Pourquoi c'est mieux la femme, tout femme? Ah, les petites femmes de Paris. Je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer dans la salle de jeu. Pourquoi? Le pantalon est interdit. Ah bon? Pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est une chose d'homme et c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements? Ce que nous ne faisons pas, nous. J'adore le pantalon, en effet. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, de côté George Sand, suffragette, enfin, je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, en portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité. Quoi qu'on en dira, ce sont les femmes qui font la mode. Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. À tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe. C'est si bon. Le pantalon. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. Les petits riens du tout. Les froufrous. Qui me donnent les frissons. C'est bien, ça. C'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Non, c'est vrai, finalement. Vous voyez, la mode revient d'ailleurs des pantalons un peu larges. Oui, comme un ça. peu large. Okay. Alors, il faudrait juste quand même dire qu'il y a encore quelques pays où le pantalon est interdit. Et entre autres, il y a un pays en Afrique du Nord qui est le Soudan. Et au Soudan, les femmes ne peuvent pas porter le pantalon. Et c'est passible de 40 Un pays au nord de l'Afrique. C'est pas l'Afrique du Nord, mais c'est le nord de l'Afrique. Ouais. C'est l'hémisphère nord. Bon, oui, enfin... c'est l'hémisphère nord de au sud de l'Afrique. l'Égypte. C'est pas le Maghreb, quoi. Voilà, non. Ouais, c'est exactement ça, mais... Interdit au Soudan. Interdit au Soudan, et c'est quand même passible de 40 coups de fouet. Ah bon? Eh ben ouais, encore ça. Ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Ah non, il ne doit pas chanter encore. Ne chante pas. Je peux aussi chanter. Non. Merci beaucoup. Mélanie Griffon a rencontré celui qui a réuni tout cet ensemble. C'est un homme qui connaît absolument tout des Beatles, je suppose, j'espère. Oui, cette collection a été constituée par Jacques Volcouve, qui est vraiment le grand spécialiste des Beatles en France. Il est même considéré comme leur historien parce qu'il leur a consacré quelques dizaines d'ouvrages. Donc autant vous dire qu'il sait tout sur tout, qu'il est incollable, intarissable sur le sujet. Sa collection, William, elle est gigantesque. Il a des milliers et des milliers d'objets. C'est d'ailleurs en cela qu'elle est impressionnante. C'est vraiment l'effet de masse qui fait la rareté de cette collection-là. Mais en revanche, on va pas trouver la guitare de John Lennon ou le costume de scène de George Harrison. On n'est pas du tout dans ce registre-là, comme on peut voir dans les grandes maisons de vente aux États-Unis. Jacques, lui, il a une approche complètement différente, une approche beaucoup plus journalistique, beaucoup plus encyclopédique, on pourrait dire. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aimait, c'était les livres, les photos dédicacées,
les photos inédites, les affiches, les programmes de concerts, c'était tout ça. Et puis, bien sûr, les disques, les vinyles. Et qui dit vinyle dit pochette. Il y en Et a bien un sûr, là, celui-là, quand ils sont les 4 avec des sandwichs. Ah bah voilà. Non, pas celle-là. Ah non, celle-là, elle est connue. La pochette des mais sandwichs. la pochette des sandwichs français. Mais Ah ouais, les formidable. Beatles, William, Ça, avaient c'est des... rare. Ça, voilà, regardez. Celle-ci. Ça, Il y c'est avait très une rare. iconographie extraordinaire dans leur pochette de disques, et c'est d'ailleurs ça qui intéresse tous les collectionneurs du monde entier. Et à chaque pochette, William, il y a une anecdote. Jacques Volcoum nous les raconte. Regardez. Ma passion, c'est comme Obélix. Je suis tombé dedans tout petit. Ça s'est vraiment déclenché en 1967, au moment où je suis rentré au lycée. C'est d'ailleurs une année charnière, puisque c'est l'année où les Beatles sortent l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui les fait passer du statut du petit groupe de rock'n'roll en musicien sérieux, accepté par tous les grands compositeurs. Sur cette pochette, les Beatles ont eu une idée, c'est de se transformer en un autre groupe. La fanfare du chœur esselé du sergent Pepper, sergent Pimenté. Et donc, ce sont tous les personnages qui ont eu à un moment ou à un autre une influence dans l'histoire des Beatles qu'ils ont choisi. Donc, il y a des gourous, il y a des poètes, il y a des hommes politiques, il y a des acteurs de toute nature, des gens très connus. Et en général, ils étaient tous très heureux de figurer sur la pochette. Je propose dans cette collection à peu près 11 photos alternatives de la photo de la pochette. L'un des lots phares de cette vente, nous proposons la pochette dite Yesterday and Today des Bouchers. Pour la première fois, les Beatles ont réussi à se moquer un peu de leur maison de disques qui, aux États-Unis, ne respectait pas leur choix artistique original. Et là, l'idée a été de traiter la maison de disques comme des bouchers. Et ils se sont fait prendre en photo avec ces photos ensanglantées. Il y a eu 60 000 exemplaires qui ont été mis en vente aux États-Unis. Le scandale arrive, on décide de rappeler les pochettes, de mettre une photo sur cette pochette de mauvais goût, beaucoup plus sage. Et bien sûr, le sport a été d'essayer de savoir si on avait la pochette originale sous cette photo collée. Et là, ça monte très très vite au niveau des ventes. En janvier 1964, les Beatles viennent à Paris et jouent 3 semaines à l'Olympia. Quelques mois plus tard, les Beatles posent avec tous les clichés des Français. Et chacun mange un sandwich jambon beurre. Et comme il y a eu un tirage relativement limité, c'est un disque qui est très très recherché, au point que beaucoup de collectionneurs imaginent que le disque n'existe pas. Ah si, il est là. Le 8 août 1969, les Beatles décident de faire la séance photo pour leur dernier album. Ils se sont dit, on va appeler notre album Abbey Road, puisque c'est là que nous enregistrons depuis 1963. Et ils font venir un photographe, qui est Ian Macmillan, qui était un ami de Yoko Ono, à 9h du matin. Et ils disent, voilà, tu as un quart d'heure pour une pochette de disque. Et ils traversent 6 fois l'avenue Abbey Road. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et la photo de la pochette, c'est la 5e photo. Nous proposons les 5 autres photos alternatives. Ce qui est mieux, c'est quand il passe de gauche à droite. La photo de droite à gauche, c'est moins bien. Ah ouais, Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, la vente a lieu samedi prochain à Drouot. William, c'est Maître Alardi qui sera au marteau. Il y a tellement d'objets qu'il y aura aussi une vente online du 22 mars au 3 avril. Vous pouvez vous connecter sur drouot.com, Drouot Online, pardon. Et puis, il y a un concert gratuit pendant l'exposition. C'est le 16 mars à partir de 19h. Si vous avez envie de réécouter les Beatles, vous pouvez y aller, ça va être génial. C'était formidable. Vous savez que le propriétaire de la Volkswagen blanche que vous voyez là, quelques années plus tard, il a demandé les droits d'auteur. Non. C'est vrai? Ah ouais, tu me dis, c'est ma voiture, mais pas demandé l'autorisation. Il dit, va te faire voir. Regardez ce qu'on a là. C'était bien tenté, mais c'est raté. Ça, c'est un vinyle, William, qui est très rare à la base parce qu'il fait partie des 3 premiers disques de John Lennon en solo. Donc déjà, il est rare. Mais en plus, regardez, il est dédicacé par John Lennon. Voyez, alors, dédicacé à un Carlos. On ne sait pas qui est ce Carlos, mais voilà, il est signé. Et puis John Lennon, à cette époque-là, faisait ce petit espèce d'autoportrait de lui et de Yoko. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de choses que vous pourrez trouver lors de cette vente. Merci, Mélanie.